Comme chaque année, le monde célèbre ce 1er mars, la journée internationale zéro discrimination. Pour l'ONU, c'est l'occasion d'attirer l'attention sur le besoin d'agir sans attendre pour mettre fin aux inégalités liées notamment aux revenus, au sexe, à l'âge, à l'état de santé, au travail, au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'usage de drogue, à l'identité sexuelle, à la race, à la classe sociale, à l'ethnicité et à la religion persistant, et j'en passe. Dans le cadre de ce plateau spécial, nous allons mettre l'accent sur des cas pratiques de ce combat et surtout de cet objectif proposé par les Nations Unies, mettre fin aux inégalités. Nous recevons d'ailleurs pour en parler, pour cette première partie de ce plateau spécial, le docteur Françoise Ndayishimiye, directeur pays de l'ONU-SIDA au Gabon, et à ses côtés, il y a Amissa Briana Bongo-Ondimba, directrice générale à la prévention du sida au Gabon. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames. Merci, c'est nous qui vous remercions. D'entre deux jeux pour aborder la question mettre fin aux inégalités. Comment l'entend-on aujourd'hui, selon vous, en commençant bien sûr par vous, docteur Ndayishimiye? Aujourd'hui, comme vous le dites, qui est le 1er mars et qui est une journée vraiment zéro discrimination. Ça fait des années qu'on a créé ça. Et aujourd'hui, le thème de cette année, ça sera de limiter ou d'éliminer les inégalités. Tout simplement parce que l'élimination des inégalités, ça va aller aussi dans le sens de pouvoir éliminer les discriminations. La plupart des discriminations qu'on voit, comme vous venez de les citer, ça vient des inégalités, mais les deux vont de pair. Et on se dit que si on arrive à éliminer les inégalités, même chez les personnes vivant avec le VIH, même chez les autres personnes qui sont discriminées à cause de leur sexe, on pense qu'on va tendre vers zéro discrimination. Dans quel cadre est née justement cette journée zéro discrimination, selon vous? Vous le savez, on est dans la lutte contre le sida. Aujourd'hui, on se dit qu'on a des médicaments, on a des moyens de prévention. Mais à cause de la discrimination, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à faire leur test de dépistage parce qu'ils ont peur de cette... Et donc, quand on a regardé l'impact que la discrimination et la stigmatisation avaient sur la prévention et même la prise en charge du sida, on a dit qu'il faut focaliser beaucoup plus sur ces éléments-là qui font que cette personne-là, même avec les moyens disponibles, n'arrive pas à accéder aux soins comme il le faut. Et c'est pour cela qu'on a mis cette journée de zéro discrimination. C'est une journée qui est mise là pour pouvoir encourager le monde entier, pour leur demander de ne pas discriminer, de ne pas prendre des gens différemment selon qu'il a telle ou telle autre maladie. Et j'en passe. Justement, je vous pose la question à vous, Amissa Briana Bongo-Ondimba, épouse Rogombe. À quel moment parle-t-on d'inégalité? Bon, déjà, par sa nature, le VIH touche notre pays de manière inégale. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par cette maladie, malheureusement. Et donc, une partie du travail pour enrayer ces inégalités, c'est de faire en sorte que les femmes soient sensibilisées davantage pour pouvoir éviter d'attraper le VIH-Sida. Quel est le retour, justement, des campagnes de sensibilisation sur la discrimination? Bon, maintenant, la discrimination peut être des actes discriminatoires posés dans le cadre sociétal. Oui. Ça peut aussi être l'autostigmatisation ou l'autodiscrimination. C'est-à-dire qu'on l'individu anticipe que par la maladie, être porteur va réduire ses chances à avoir une vie épanouissante. Et donc pour cela, nous travaillons avec les communautaires pour justement expliquer davantage à la personne qui est nouvellement atteinte qu'il y a un encadrement prévu pour lui, qui peut parler de sa maladie dans un cadre sécurisé, confidentiel, pour pouvoir poser ses questions, pour pouvoir l'amener à accepter son statut positif. Et il y a aussi le travail de communautaire qui se fait auprès de la famille de la personne atteinte pour que justement il y ait cette acceptation
Aujourd'hui, le VIH n'est plus une fatalité. C'est traité comme une maladie chronique. Il y a un traitement qui est adéquat pour maintenir ces personnes en vie aussi longtemps que l'espérance de vie d'une personne qui n'est pas atteinte du VIH-Sida. Ensuite, lorsqu'on parle de discrimination dans le cadre sociétal, donc ça peut être dans le cadre du travail professionnel, à l'école, à l'église. Donc pour cela, nous menons des campagnes contre l'ignorance, parce qu'il faut dire que c'est l'ignorance. Lorsqu'on ne connaît pas les modes de transmission, on peut comprendre que des gens aient peur d'attraper ces maladies, mais lorsqu'on comprend le mode de transmission, tout de suite, on comprend qu'on n'a pas peur de s'asseoir à côté d'une personne qui a le VIH-Sida. On ne devrait pas avoir peur de partager un bureau avec une personne qui est atteinte du VIH-Sida, ou d'aller à l'école, etc., ou de l'embrasser, de le prendre dans ses bras. Voilà, donc nous menons des campagnes dans ce sens pour faire circuler la vérité sur le VIH-Sida. Docteur, le thème choisi cette année, mettre fin aux inégalités, est-ce un projet ou un programme? C'est à la fois un programme et un projet. Je m'explique. C'est un programme parce que c'est quelque chose qui va aller au-delà de cette journée et au-delà de l'année également. Parce que nous sommes déjà au niveau de l'ONU-SIDA, nous sommes en train de faire un nouveau programme sur les 5 années à venir et ça va se focaliser beaucoup sur les inégalités. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les traitements existent. Les moyens de prévention, on les connaît. Mais à cause des inégalités, des différentes inégalités, les gens n'ont pas même accès à ces services-là qui existent. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à la fois un programme et un projet, parce que c'est un projet dans le sens où on veut que tout le monde puisse venir dans ce projet-là avec des indicateurs qui va pouvoir se dire que d'ici 2030, si on arrive à vaincre ces inégalités-là, on pourra également vaincre le VIH, parce qu'en tendant vers zéro discrimination sur les inégalités, on tend également vers zéro nouvelles infections vivant avec des nouvelles infections liées au VIH et zéro nouveaux décès liés à la maladie du VIH. Donc, si je reviens sur les inégalités, je pense que toutes les inégalités, on peut les lutter au même titre d'égalité, si je m'explique ainsi, mais il y a les inégalités sociales, économiques, qu'il faudrait regarder de tout près, parce que comme Madame Amissa le disait tout à l'heure, quand il y a des inégalités sociales et économiques, même quand il y a des soins qui sont disponibles dans les pays, il y a des gens qui n'arrivent pas à aller chercher ces médicaments. Ou alors, quand il y a des inégalités sociales, il y a des personnes qui sont discriminées par les leurs ou qu'eux-mêmes vont se discriminer pour se dire « on ne va pas aller de ça parce qu'on va me regarder dans notre œil ». Alors, quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le Gabon pour lutter efficacement contre ces discriminations, ces inégalités? Là, je vous pose la question à vous. Bon, premièrement, l'État a fait des énormes efforts pour multiplier les structures qui pouvaient offrir une prise en charge correcte aux personnes vivant avec le VIH. Parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une dizaine de structures qui pouvaient prendre en charge la question. Et si effectivement la personne était économiquement faible, il ne pouvait pas forcément voyager de l'intérieur du pays au chef-lieu de capitale pour une prise en charge adéquate. Et donc maintenant, en multipliant ces structures qui peuvent prendre en charge le VIH-Sida, les personnes ont plus de chances à trouver une structure qui est proche de leur maison pour pouvoir prendre leurs médicaments, etc. Le prix du médicament est passé de 400 000 aujourd'hui, c'est gratuit, les médicaments antirétroviraux. Donc ça aussi, c'était un grand... On l'a souvent entendu, hein, c'est véritablement gratuit, vous le dites. Oui, c'est véritablement gratuit. Si quelqu'un demande de payer pour les médicaments, il faut tout de suite alerter le programme pour qu'on interroge la structure. Mais sinon, les ARV sont gratuits. Et donc, les personnes peuvent avoir leur traitement gratuitement. Maintenant, c'est les examens et certains soins qui accompagnent la prise en charge du VIH-Sida qui ne sont pas complètement gratuits.
mais on travaille avec la CNAMGS pour la prise en charge de certains de ces bilans et examens. Et nous travaillons aussi avec les partenaires. Là, dernièrement, on a eu des dons pour les charges virales. Et donc, ça, c'est un examen qui doit forcément accompagner une bonne prise en charge parce que ça permet d'évaluer le niveau du virus chez l'individu. Mais à côté de cela, est-ce que ces centres, par exemple, sont véritablement opérationnels? Le Gabon, c'est 9 provinces aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve ces centres-là dans les 9 provinces du Gabon en matière d'accompagnement? On retrouve les centres dans les 9 provinces du Gabon. On a aussi tous les CHR qui prennent en charge, qui ont des unités de prise en charge du VIH/SIDA. On a aussi tout ce qui est relatif à la PTME, donc la prévention de la transmission d'une mère séropositive à son enfant, qui est désormais logée au sein de tous les SMI. Donc, les mamans qui sont séropositives peuvent aussi avoir le traitement au sein de l'SMI sans se déplacer pour aller dans une CTA ou dans une CHR. Alors, docteur, je vous pose la question à vous. Ouais. Lorsqu'on parle d'un déploiement pour lutter contre les inégalités aujourd'hui sur le plan continental africain, qu'est-ce qui est véritablement fait avant que de poser la question au niveau gabonais? Actuellement, pour lutter contre les inégalités, on fait même intervenir les communautaires. D'accord. Parce que je pense que c'est ce déploiement dont vous voulez parler. Et l'implication des communautaires, c'est différent d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'Afrique, comme vous le savez, il y a déjà cette solidarité qui existait, sauf que cette solidarité, avec la misère, de temps en temps, ça diminue. Donc, les personnes qui sont beaucoup plus engagées dans le communautaire et qui sont mobilisées au niveau national et au niveau international, des fois, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être accompagnés par des moyens. Ça peut être des moyens aujourd'hui avec Covid. C'est même plus que des moyens de pouvoir aller faire la sensibilisation, se déplacer, mais c'est aussi des moyens de pouvoir se prévenir également contre la Covid et prévenir à la personne qu'on va assister. Donc, ces inégalités-là, ça peut être parce qu'au niveau des services, c'est vrai, on peut avoir les médicaments, on peut avoir l'accompagnement, mais des fois, on a d'autres besoins de soutien psychologique et d'accompagnement qui peuvent ne pas véritablement être assurés par les prestataires de soins qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les structures de soins. Et c'est dans cet accompagnement-là qu'on essaie d'impliquer les communautaires pour qu'ils puissent aller vers les personnes qui sont dans le besoin. Et ça peut limiter, ça peut diminuer un tout petit peu les inégalités au niveau social. Madame Rogombe, que dire justement au niveau du Gabon? Au niveau du Gabon, pour lutter contre les inégalités, comme je disais, le VIH touche beaucoup plus les femmes que les hommes aujourd'hui. Et donc, le programme d'autonomisation de la femme, ça va aider beaucoup à ce que les femmes auront un choix. Parce que un des modes de transmission du VIH et une des causes de cette forte féminisation du VIH au Gabon, c'est les échanges des rapports par rapport aux transactions d'argent ou de biens, etc. Donc certaines femmes qui sont économiquement faibles vont avoir des rapports transactionnels et c'est un gros risque parce que des fois les messieurs avec qui elles ont ces échanges sont porteurs de la maladie et donc un monsieur peut contaminer 4-5 femmes facilement. Et donc si la femme est autonome, a le choix de gagner sa vie sans passer par ces transactions, ça va limiter son risque. Oui. Voilà. Le multipartenariat aussi pose un risque pour la transmission et la contamination. Donc, ceux qui ont plusieurs partenaires sexuels, bien sûr, se mettent à risque de contracter plus facilement la maladie. Donc, nous luttons à travers les sensibilisations, les campagnes
et avec le concours de nos partenaires communautaires, à véhiculer les messages dans les populations, dans les établissements scolaires, contre les rapports intergénérationnels, contre le multipartenariat, justement pour éviter ce risque, surtout chez les jeunes filles. Docteur Daïchimier, et là on s'interroge, vous le disiez il y a quelques instants, c'est à la fois un programme et un projet. Cependant, tient-il compte des mœurs, par exemple, pour parler du continent africain, des coutumes africaines en ce qui concerne cette lutte? Vous savez, Monsieur Agaya, quand on va travailler dans un pays, quand on met un programme sur place, le programme n'est pas amené par les Nations Unies. Les Nations Unies, on a leur rôle d'accompagnement. Ouais. Donc, on se dit que les programmes qui nous sont présentés respectent, en tout état de cause, d'abord la culture et les contextes. On pourrait prendre vraiment d'une manière générale le contexte du pays. Oui. Par exemple, si on est dans un pays où, pour lutter contre les inégalités, il faut y mettre les moyens, là je vais parler juste des moyens, et dans un pays où il faut mettre moins de moyens, mais beaucoup plus se focaliser sur la culture de la personne, sur la sensibilisation, je pense que tout ça là, c'est quelque chose qui vient de la demande du niveau pays. Maintenant, il arrive que cette demande-là, on n'ait pas toutes les réponses et que les réponses sont probablement aussi dans le programme national. Et je pense qu'actuellement, on n'a pas un programme des Nations Unies, on a un programme d'accompagnement du programme national de lutte contre le sida. Et c'est la même chose pour les inégalités. Et aujourd'hui, par exemple, on parlait tout à l'heure des inégalités entre hommes et femmes en termes du risque d'acquérir le VIH ou du risque d'être infecté par le VIH. On a déjà ces données, on accompagne pour démontrer que ces données, c'est une réalité. Et il y a des programmes sur place maintenant qui commencent à se faire sur l'autonomisation de la femme. Et parfois, il y a vraiment plein de liens. On peut même donner l'exemple de l'actuel du plan de promotion de la femme et des inégalités hommes-femmes. Ça prend en compte également, quand il y a des actions qui sont menées, ça prend en compte également toutes les actions qui vont être menées pour qu'il y ait diminution de ces inégalités hommes-femmes, que ce soit dans les droits, que ce soit dans l'autonomisation de la femme, pour renforcer d'une manière générale cette femme à pouvoir être dans les capacités de se prévenir du VIH, sans compter sur son partenaire, et pouvoir exiger, par exemple, un préservatif. Au lieu que l'autre dise que je peux faire des relations sans préservatif si je te paye un peu plus cher, les femmes pourront par exemple se dire non, moi je suis parce que j'ai mes moyens, donc je suis capable de refuser un rapport à risque parce que je me sens j'ai de l'autonomie financière et ça devient quelque chose d'égal à égal. Donc, du coup, il y a moins de risque de contamination chez les femmes. Alors là, vous nous parlez des outils de façon généralisée sur le continent africain. C'est vrai que vous exposiez la situation en tenant compte également de votre position aujourd'hui au niveau de l'ONU-SIDA pour le Gabon. Mais Madame Rogombe, quels sont véritablement pour vous les outils aujourd'hui sur le court, le moyen et le long terme? Pour lutter contre les discriminations et les inégalités? Bien sûr. Bon, déjà, comme on disait, il y a une politique qui encadre. Donc, spécifiquement en termes du VIH-Sida, nous avons un plan stratégique qui couvre 5 ans. Donc, dans ce plan stratégique, on s'adresse à tous ces cibles et ces questions prioritaires. Donc on a à la fois les populations sur lesquelles on doit se concentrer, on a aussi les défis à relever au niveau sociétal, au niveau des indicateurs. On veut ramener la transmission, par exemple, de la mère à l'enfant, à tel. Et donc, ces documents nous permettent d'encadrer, en fait, les objectifs pour enrayer certaines égalités. Donc, on a sur le plan de 5 ans, après, chaque année, on a notre plan d'action qui est beaucoup plus spécifique
où on veut s'attaquer à des questions les plus pertinentes, mais tout dans le contexte de politique générale. Et donc, on a cette politique générale d'autonomisation de la femme, de promotion de la femme pour la question d'inégalité homme-femme. Et après, ça découle dans notre programme où on vise à réduire l'impact du VIH-Sida sur les femmes. Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, avec l'arrivée de la pandémie du nouveau coronavirus, il y a comme une forme d'inégalité aussi, si je puis me permettre de le dire, puisque certains patients souffrant d'autres pathologies se retrouvent un tout petit peu laissés pour compte. C'est le cas de ceux souffrant du VIH-Sida. Que dire? N'est-ce pas là également une forme d'inégalité, puisque la journée consacrée à cette lutte, c'est aujourd'hui, ce 1er mars 2021, en commençant par vous, docteur, peut-être vous, Madame Rogobé. Oui. Je pense que ça rejoint un point que je voulais dire concernant la protection sociale. D'accord. Et quand on est en train de faire de la protection sociale, il faut s'adresser à toute personne, mais d'une manière assez égalitaire. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que je pense que c'est vraiment comme c'est une nouvelle maladie et qui a atteint tous les pays dans un laps de temps. On a beaucoup focalisé beaucoup de moyens sur la Covid. D'accord. Et de temps en temps, on se rend compte aussi qu'on risque d'oublier. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle la continuité des services. Et on essaie vraiment de focaliser pour dire qu'il faut penser aussi aux autres maladies, parce que la Covid est là, mais il attaque les mêmes personnes qui ont d'autres maladies. Et il faudrait également ne pas oublier que... et rend d'ailleurs plus fragiles les personnes victimes de... Voilà. Souvent, on ne le dit pas souvent, mais la plupart des personnes qui sont, je ne dirais pas qui décèdent, mais les personnes qui ont une fragilité en plus, comme on le sait bien, ils ont beaucoup plus de risques d'avoir un Covid qui est beaucoup plus virulent et qui risque de les emporter. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois qu'on est en train de lutter contre la Covid, de se focaliser aussi sur les autres maladies et que, par exemple, nous qui sommes dans cette structure qui lutte contre les autres maladies, qu'on essaye de se focaliser un peu plus sur ça en sachant qu'il faut trouver les moyens de continuer à lutter contre ces autres maladies-là, même en temps de Covid-19. D'accord. Madame Rogobé, pour le cas du Gabon, avec l'arrivée de la Covid-19 aujourd'hui, les personnes atteintes, par exemple, de VIH-Sida semblent laissées pour compte. Que dire, puisqu'on parle de la journée liée aux inégalités? Bon, tout d'abord, le Covid, par sa nature, se produisent de manière plus virulente chez les personnes qui ont d'autres pathologies. Donc, bien sûr, quelqu'un qui est déjà atteint du VIH-Sida ou d'une tuberculose ou d'un diabète va ressentir un Covid plus virulent que quelqu'un qui n'a pas d'autres antécédents. On a mené un sondage avec l'ONU-SIDA, justement sur l'impact du Covid chez les personnes vivant avec le VIH au Gabon. Et je peux dire aussi que la continuité des services, les structures sont restées ouvertes, l'approvisionnement en médicaments a continué. On a servi même les personnes pendant 3 mois. On a donné 3 mois de traitement au lieu de 1 mois, parce qu'on a compris avec le confinement, etc., qu'il fallait disponibiliser les médicaments aux personnes vivant avec le VIH. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accompagnement qui reste fréquent? Oui, il y a un accompagnement qui reste fréquent. Il n'y a plus aucune communication, à ce qui semble, sur le VIH-Sida pour l'instant. On sait que la Covid-19 s'impose désormais. Bon, vous jouez votre rôle parce que vous communiquez, vous nous donnez l'occasion de communiquer sur le VIH-Sida. Il faut dire que ça marche dans les deux sens. Nous, on est toujours prêts à communiquer avec les populations. On n'espère que ça. Mais effectivement, beaucoup d'efforts et
de temps a été pris par le Covid, mais le VIH-Sida continue bel et bien de circuler dans notre pays, malheureusement. Et donc, on demande aux populations de rester à la fois vigilants, bien sûr, pour respecter les mesures barrières pour le Covid, mais de rester vigilants aussi par rapport au VIH-Sida. Alors, il nous reste que quelques minutes à passer ensemble avant la fin de cette première partie de cette émission, puisque nous allons faire place à d'autres invités. En cas de discrimination, qu'est-ce qui est prévu pour se défendre? Pour le cas du Gabon, par exemple, je vous pose la question avant de permettre également au docteur de dire un mot de la fin. Donc nous avons mené une enquête sur les cadres juridiques qui existent au Gabon, et notamment pour regarder justement toutes ces questions de discrimination. Est-ce que c'est du on a dit ou est-ce qu'il y a une base juridique pour ces discriminations qui dit vraiment qu'une personne atteinte du VIH-Sida, par exemple, ne peut pas ouvrir un compte en banque ou ne peut pas avoir un crédit? Est-ce que ça existe vraiment dans les textes ou est-ce que c'est une coutume qui a commencé et que voilà, maintenant est propagée au point où ça devient réalité? Donc nous avons examiné le code civil et d'autres documents juridiques pour essayer de, là où justement il y avait ces pratiques discriminatoires, de les enlever. On a travaillé avec les juristes, les juges, les sénateurs, les députés, justement pour assainir le cadre juridique vis-à-vis du VIH-Sida. Et aujourd'hui, s'il y a des cas de discrimination, nous avons des services au sein de la Direction générale de la prévention du sida, mais aussi au PLIST ou dans les CTA. Il y a des personnes qui peuvent recevoir des plaintes et on examine ces plaintes et on joue les médiateurs. Voilà, si c'est dans le cadre professionnel, on joue le médiateur entre la structure en question et la personne qui est... D'accord. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que pour la question des inégalités, la direction dont vous avez la charge continue de faire son travail. Oui. Docteur, un mot de la fin, que retenir? Avant de parler du mot de la fin, permettez-moi de parler un tout petit peu des ces discriminations dans pas de course, je vous prie. Oui, dans les écoles, quand on n'accepte pas, il y a encore des grandes discriminations que je voulais signaler ici dans les écoles. Par exemple, pour accéder des pays, hein, c'est pas le cas du Gabon, des pays à l'extérieur que pour pouvoir avoir une bourse d'études, il faut avoir un test négatif pour le VIH. Pour pouvoir avoir un crédit, il faut un test négatif de VIH. Pour pouvoir avoir une assurance maladie complémentaire, il faut avoir un test négatif pour le VIH. Et ça, c'est vraiment de l'inacceptable. Je ne dis pas que c'est au Gabon. Et j'aimerais bien que ces histoires-là n'arrivent pas du tout au Gabon. Et comme mot de la fin, ça serait de dire que les inégalités et la discrimination sont vraiment des vecteurs indirects du VIH. Et si on n'arrive pas à les tacler, donc à lutter contre ça, on ne pourra pas avoir un changement en termes d'avoir zéro nouvelles infections du VIH. Et si les familles, les prestataires de soins continuent à faire de la discrimination, le VIH ne va pas nous quitter, on sera toujours avec le VIH alors qu'on a le traitement, alors qu'on a les moyens de pouvoir limiter cette maladie dans le monde et dans le pays. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le docteur Françoise Ndaï-Chimié, vous êtes le directeur général de l'ONU-SIDA au Gabon. Il y a également à vos côtés Amissa Briana Bongo Ondima épouse Rogombe, qui est elle également le directeur général de la prévention du sida aussi au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation, en espérant vous revoir très vite, puisque la Covid-19 empêche désormais que certaines autres pathologies soient évoquées à travers les médias. Mais nous nous forçons justement de continuer à communiquer sur l'existence de ces autres pathologies et surtout la lutte contre les inégalités, par exemple concernant le VIH-Sida au Gabon et à travers le monde. Nous allons pouvoir nous retrouver avec vous pour la deuxième partie de cette émission avec d'autres invités. Ce plateau spécial se poursuit. À tout de suite.
Deuxième partie de ce plateau spécial, cette fois-ci avec d'autres invités pour aborder la question liée aux inégalités, puisque aujourd'hui, 1er mars 2021, c'est la journée consacrée à la lutte contre les inégalités dans le monde. Pour en parler, nous recevons deux autres invités. Il s'agit de Nathalie Biken-Binzang, qui, elle, est la présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, qui a accepté notre invitation. À ses côtés, il y a M. Alangui Obian Mbela, qui est le coordonnateur du programme communautaire pour la continuité des soins et des services pour les PV, VIH et populations vulnérables. Bienvenue à vous, monsieur et madame. Ravi pour l'invitation. Merci. Alors, on parle justement des inégalités. Le 1er mars n'est qu'un prétexte pour évoquer les discriminations auxquelles plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde font face. Mais concrètement, tout au long de l'année, qu'est-ce qui a été fait et comment vous, par exemple, vous gérez au quotidien cette question liée aux inégalités? En commençant par vous, Madame Nathalie Biken-Binzang. Nous vous remercions pour nous donner cette opportunité à travers votre chaîne de télévision de parler d'abord des problèmes des personnes vivant avec le VIH en général et de la lutte contre la discrimination, en somme les inégalités. Je disais, bon, vous m'avez présenté tout à l'heure, je suis Madame Nathalie Biken, personne vivant avec le VIH et présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Notre association existe depuis le 12 juillet 2012. Au quotidien, en ce moment, nous sommes sur le terrain. Une activité que l'ONU-SIDA a initiée en collaboration avec la DGPS et le PLIS depuis le 28 décembre. Le lancement officiel, c'est-à-dire que chaque agence de santé communautaire les agents de santé communautaire ont été déployés dans tous les centres de traitement ambulatoires, Égypto, CTA d'Nkembo, CHU, El Rafa, je crois, et le nouveau centre de traitement ambulatoire qu'on vient de créer à Mélène. Bon, depuis, je disais que nous sommes sur le terrain. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tous les matins dans les centres de CTA accueillir les gens qui viennent soit pour les examens, soit pour reprendre leur traitement ARV. Et nous les accueillons, nous entretenons, nous demandons un entretien pour savoir comment ils vivent au quotidien avec la maladie. Nous aussi, en tant que les personnes déjà qui vivent avec la même pathologie, nous échangeons notre vie positive. Parce que nous vivons positivement avec le VIH-Sida et nous élaborons une fiche technique avec la situation matrimoniale, la situation professionnelle, que nous envoyons par application à l'ONU-SIDA et par fiche technique à la directrice du programme. Mais les inégalités, nous savons que nous sommes tous des Africains, les inégalités existent depuis. Je me rappelle qu'au Gabon, l'ONU-SIDA avait entamé, je crois, c'était une enquête pour la discrimination et la stigmatisation. L'enquête a été dénommée Stigma Index en 2012. Et cette enquête avait démontré que plus de 6 personnes sur 10 étaient discriminées et stigmatisées. Bon, je ne sais pas après cette enquête ce qui a été mis sur le terrain, à quoi ça aboutit. Je me rappelle le 1er mars 2017, c'était toujours la journée de zéro. On avait le thème « Changer les lois » concernant la lutte contre la stigmatisation. Aujourd'hui, 1er mars 2021, le thème « Zéro discrimination » mettre fin aux inégalités. C'est que ce n'est pas d'aujourd'hui que date la discrimination, les inégalités. Peuvent venir qu'à un moment donné au Gabon, nous avons eu un ministère de l'égalité des chances. Et je me rappelle que j'avais même assisté à un séminaire sur les égalités des chances au Méridien. Bon, concernant les personnes vivant avec le VIH-Sida en particulier, vers les années 1980-1986, les premiers groupes chez lesquels on avait découvert le VIH étaient d'abord eux-mêmes stigmatisés parce que
Le VIH-Sida est considéré comme une maladie sexuellement transmissible, une maladie de honte. D'autres disent que les gens qui ont le VIH mènent une vie légère, alors que c'est faux. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Il y a même des femmes, des personnes qui ont un seul partenaire, une seule partenaire qui ont le VIH-Sida. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, tout ça là, c'était faux, c'était que des préjugés. Aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que sont les modes de transmission et comment le dépistage volontaire et anonyme. Bon, aujourd'hui, mettre fin aux inégalités avec la stigmatisation et la discrimination, est-ce possible? C'est la question que nous nous poserons au cours de cette deuxième partie d'ailleurs de cette émission. Oui. Vous allez peut-être pouvoir y répondre, mais nous allons aussi passer la parole à notre autre invité, Alain Guillaume-Bella. Vous, par exemple, quelles stratégies sont mises en place à l'endroit des personnes discriminées aujourd'hui, du constat que vous faites? Merci, M. Agaya. Nous vous remercions déjà pour cette invitation, qui est une plateforme essentielle. Effectivement, lors du début de la pandémie Covid, nous faisons un fort constat. La pandémie Covid va annihiler toutes les ressources et tous les efforts sur le plan national. Donc, en tant que responsable communautaire pour le suivi des personnes vivant avec VIH et des personnes vulnérables, nous avons compris qu'il fallait agir. Oui. Sinon, après, il serait trop tard. Nous avons développé en place, grâce à des partenaires, dans le NUCIDA, la partie étatique dans le Pénéliste, un programme communautaire pour appuyer ces populations-là. Effectivement, ça devenait difficile pour ces populations de se déplacer, aller se ravitailler en matière de traitement, vu les restrictions. Bon, ces écarts qu'on pourrait appeler justement inégalité, parce que le fait d'annihiler tous les efforts vers une pandémie, en oubliant que les problèmes de comorbidité pouvaient justement avoir un fort impact sur ces maladies qui tuent encore, dont les causes de décès sont toujours plus aggravées encore même que la pandémie Covid que nous voyons. C'est en moyenne 800 personnes qui meurent des décès liés au VIH, quand on fait le parallèle avec la Covid. Le programme a commencé depuis décembre. Les agents sont déployés sur le Grand Libreville, particulièrement. C'était vu les ressources. Et nous avons pu essayer de... cette période de pandémie aussi. Oui, oui, tout en respectant les mesures qui ont été prises, les agents ont été déployés, mais avec vraiment de maigres ressources. À mi-parcours, on peut par exemple dire que nous sommes un peu épuisés. C'est pour ça, effectivement, l'un des messages de fin serait d'interpeller le gouvernement afin de prendre le relais. Et on a relevé surtout ce quoi on s'y attendait. C'était le risque qui était là dans le développement de ce programme, c'est qu'on revoit la recrudescence de certains cas de non-observance par rapport aux restrictions. Donc, nous avons vu des cas de perdu de vue. On est carrément sorti hors du projet parce que la limite des fonds qu'on avait ne permettait pas, par exemple, de faire des recherches de perdu de vue. Mais ce qui s'est relevé avec nos partenaires des centres de prise en charge, c'est que c'était un problème qui se posait avec acuité. C'est pour ça là, on s'est dit, mais le projet n'a pas encadré ça, c'était juste cet appui psychologique parce qu'il y avait un écart de communication qu'il fallait gérer entre la communication pour la maladie VIH, pour les PV-VIH et la communication sur la COVID. Donc les deux éléments devenaient des sources de stress pour les clients PV-VIH. Donc, le travail des comités a été vraiment de les rassurer et de les accompagner dans le cadre de ces mesures, faire le relais, le pont entre les centres hospitaliers et la communauté. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette activité et il est temps que là, le ministère prenne la main. D'accord. Mais avant d'y arriver, dites-nous aujourd'hui, pensez-vous que ce soit réalisable cette lutte contre les inégalités aujourd'hui? Oui. Dans notre pays, ce n'est pas un secret. Pour les inégalités, c'est un problème culturel, simplement. D'accord. C'est possible pourquoi? Vous allez regarder les tendances de prévention, de sensibilisation dans les années 90 à 2000. Il y avait des campagnes massives
Et il y avait campagne de sensibilisation, vous voulez dire. Oui. Et durant cette période-là, il y a eu comme un aspect que les populations avaient saisi la communication. Ensuite, il y a eu ce relâchement entre 2000 à ce jour. Bon, il faudrait qu'on a un problème de ressources parce que tout est concentré vers le traitement en lui-même. Le problème culturel remonte. C'est comme un déni de savoir qu'aujourd'hui, un Gabonais qui fait le déni du VIH, c'est comme un déni de savoir que le VIH ne tue pas. Il tue tant psychologiquement par le déni de l'environnement familial qui fait le rejet et puis qui a recentré la pandémie autour de comportements sexuels déviants. Les populations ont assez d'outils pour comprendre qu'avec le VIH, nous vivons plus longtemps parce qu'il y a un traitement qui suit. Qu'avec le VIH, c'est une question simplement d'un changement de mentalité. La personne qui vient au VIH produit, sur le plan professionnel, culturel et social, que n'importe qui. Dès que les populations ont intégré ça, je pense que le besoin de cette personne est plus l'encadrement social, donc familial. C'est pour ça que vous voyez qu'on met un accent. Aujourd'hui, on comprend l'utilité de l'aspect communautaire et qu'il faut recentrer même déjà les programmes de prévention vers les familles pour les faire comprendre que non, ne revenons pas sur ce qu'on a déjà bâti. Et vraiment, c'était vraiment consolider les acquis en matière de prévention que nous avons opéré depuis des années. Il faut consolider ces acquis-là pour faire comprendre qu'on a déjà fait, le programme communautaire tente à préserver ces acquis. D'accord. En travaillant dans les communautés, justement. Alors, je vous repose la question à vous, madame. Oui, est-ce réalisable cette lutte qui est essentielle, justement, pour pouvoir préserver la vie des personnes vivantes avec le VIH-Sida? Oui, je crois que c'est possible. Comme l'a dit Alain, c'est un problème de comportement et de la culture. Au Gabon, nous avons, on appelle ça comment, la feuille de route de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo, qui parle de l'égalité des chances. Et dans cette égalité des chances, palier 3, il dit il ne faut plus les fossés. Il ne faudrait pas qu'il y ait des fossés entre les riches et les pauvres. Il ne faudrait pas qu'il y ait les inégalités. Il ne faudrait pas, on appelle ça comment, le rejet, oui, la stigmatisation. Je crois que le dernier mot dans ce palier de feuille de route, c'est la stigmatisation. Tout récemment, l'Assemblée nationale des Nations unies, pour mettre fin au sida d'ici 2030, dans les ODD, objets de développement durable, il est dit, je crois que c'est le 4e point qui a été débattu. À cette époque, c'était l'ancien premier vice-ministre de la Santé qui avait débattu, ça s'est passé à New York, du 6 au 8 juin 1996, à New York, cette Assemblée générale des Nations unies. Dans ce 5e point, il est noté « Personne ne doit laisser pour compte ». Dedans, il parle de la lutte contre les inégalités, égalité des chances. Mais si déjà dans les grandes assemblées, dans les feuilles de route des présidents de la République, ce thème est débattu, c'est que quelque part, il y a les gens qui sont là pour gérer ça. Mais ce qui est là, parce que les gens doivent être honnêtes. La feuille de route du chef de l'État, le président de la République, Ali Bongo, date de quand il a parlé de l'égalité des chances. Depuis cette mise en place de cette feuille de route, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Avez-vous l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution en matière de lutte contre les discriminations, les inégalités? Il n'y a pas d'évolution. Surtout pour les personnes Nous avons, par exemple, quand on fête la journée des droits des femmes, la convention, le CDG, c'est écrit lutter contre la discrimination faite aux femmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont toujours discriminées. Et là, vous parlez de celles vivantes avec le VIH-Sida. Oui. D'accord. On va passer également la parole. Les femmes sont plus infectées que les hommes. D'accord. Oui, on va passer également la parole. Je voulais parler justement à ce propos-là. Il faut des actions concrètes. D'accord. Au niveau des inégalités, je me souviens, on a eu, comme elle a si bien dit, on a parlé des journées contre la stigmatisation et la discrimination, mais il n'y a pas des actions concrètes.
Et moi, l'une des actions concrètes que je voyais à l'époque pour résorber ce problème d'inégalité, c'était que les décideurs prennent le pas de l'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit avoir un décideur qui puisse arborer, par exemple, sur lui un t-shirt pour dire je connais mon statut sérologique, je suis VIH. C'est un problème de leadership. Pour le changement de mentalité, ça doit venir du haut. Hein. L'impulsion doit venir du haut que non, on ne doit plus rester dans ce stéréotype qu'on veut stigmatiser. Donc, encore, on ne porte pas un t-shirt si on n'est pas, par exemple, atteint de la pathologie. Effectivement, En fait, la stratégie vient dans quoi? La stratégie vient dans quoi que chacun peut être un potentiel porteur. Mais ça ne veut pas pourtant dire que on doit pouvoir, à cause du statut de quelqu'un, on doit le stigmatiser. Si l'impulsion vient des gouvernants, qui sont les premiers leaders, vous allez voir que cette courbe-là, en moins d'un an, les populations vont comprendre que si mon directeur, si mon ministre arrive à faire, si mon chef de personnel arrive à aborder pour dire que fièrement qu'il ne discrimine pas, qu'il est porteur VIH, ça va, pour certains, au début, ça va mener à fouiller. Mais comme c'est un cadre confidentiel, et puis les gens vont comprendre que c'est une action de soutien aux personnes vivant avec le VIH. Et maintenant, vous allez comprendre que dès cet instant, les personnes vivant avec le VIH elles-mêmes vont sortir en sachant bien évidemment qu'autour d'eux, ils ont une famille. Alors la question qui se pose, à côté de ce que vous êtes en train de dire, qui n'est pas à balayer d'un revers de la main, est celle de savoir aujourd'hui, selon vous, il y a un manque d'accompagnement. Est-ce que vous êtes en train de dire, pour parler de la question de la discrimination et des inégalités, avez-vous l'impression qu'il y aurait un relâchement, par exemple, sur cette question? Ensuite, se demander, est-ce que l'arrivée de la Covid-19 ne serait pas aussi un tout petit peu à l'origine de ce que vous aurez pu constater, par exemple pour vous, qui officiez dans ce secteur-là? Je ne dirais pas que la Covid est une cause. La Covid, pour nous... En matière de manque de communication, hein, je voulais non, dire. la Covid est venue relever bien d'aspects qui étaient déjà là. D'accord. Moi, en tant que responsable stratégique, j'ai vu la Covid comme une opportunité. D'accord. Hein, de venir dire que voilà, effectivement, voici des problèmes que nous pouvons constater et réellement. D'accord. Et autour de cela, la recrudescence de certains comportements qui devenaient sournois. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vous dire que je connais que le VIH ne se transmet pas, mais dans la pratique de ne pas discriminer. Tout le monde va vous dire fièrement, le VIH se transmet comme ça, je ne discrimine pas. Mais regardez dans les pratiques même sociétales, en entreprise. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un médecin en entreprise, sans votre consentement, ça c'est avec des enquêtes faites, sans le consentement de la personne, de l'individu, voilà. Il rend public les résultats. Non, il ne rend pas public. Ah, d'accord. Vous êtes dans le test psychosocial pour... peut-être vous voulez compétir pour entrer en poste dans une entreprise. Il vous fait, sans votre consentement, un test HIV. Et vous venez au résultat, vous avez bien travaillé, vous examinez bien. Ils ont dit, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas éligible. Ouais. Et pourtant, quand vous regardez, vous avez de bonnes moyennes, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous dit pas, il dit l'entreprise, toutes les stratégies. Ce sont déjà des manigances qui sont très sournoises, qu'on ne peut même pas prouver, parce qu'il vous dira toujours que non, l'entreprise a eu des restrictions. Voici des cas des inégalités qu'on a. Beaucoup de personnes vivant avec le VIH aujourd'hui. Si on vous dit que cette population, à plus de 80%, sont dans un état de précarité avancée, beaucoup travaillaient avant, mais à cause de leur statut positif, c'est pourtant, ils ont des compétences, sont discriminés, sont mis à la porte de la plus sournoise des manières. On va commencer à acculer la personne psychologiquement par le stress, afin que la personne lâche. Autant de pratiques qui sont assez dangereuses. D'accord. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète, puisqu'on parle quand même ce 1er mars de la journée mondiale contre les inégalités et toutes ces discriminations. Que faut-il faire aujourd'hui? Je vous pose la question à vous, madame. Vous savez, dans tout projet, il y a un gestionnaire. Je vous ai parlé de la feuille de route, là où est inscrit l'égalité des chances. Je vous ai parlé de l'Assemblée générale des Nations unies, là où ils ont dit personne ne doit rester pour compte, lutter contre les inégalités.
permettre aux personnes vivant avec le VIH de jouir pleinement leur vie, de la naissance à l'adulte jusqu'à la vieillesse. Ça, c'est la décision des Nations Unies pour, dans le titre, mettre fin d'ici 2030. Ils sont allés en 2016. Qu'est-ce qui nous est revenu? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Alors, je vous repose la question. Que proposez-vous aujourd'hui? Que doit-on retenir? C'est le problème d'information. D'accord. Je crois que nous-mêmes, le PVH, nous pouvons le faire. Moi, je dis, faisons-le nous-mêmes. D'accord. C'est nous qui sommes personnes vivant avec le VIH. Et personne, comme je l'ai dit à la radio, que je porte un nom. Le VIH-Sida est venu. Ce n'est pas le président Alain qui viendra à me stigmatiser. Vous savez, la stigmatisation, c'est la conséquence de la discrimination. Oui. Vous savez ce que c'est discriminer? Voilà, ça, il va faire en sorte que je perde l'estime de soi. Et vous savez, le VIH atteint l'intégrité de moi. Moi, je. Quand tu as le VIH, tu ne peux plus faire moi. Mais tu peux te décider. D'accord. Le Quelques VIH secondes. n'est pas une fatalité. Oui. Le message, avec le VIH, vous avez l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Vous pouvez vivre comme tout le monde. Et c'est bien clair, ça se voit, par exemple. Vous pouvez vivre comme tout le monde. À travers le je monde. porte le nom Nathalie Bitken. Personne ne viendra faire de moi ce que moi-même je refuse. Je fais de ma vie ce que je veux. Voici, pour être. Voici des que retenir? Je vous passe la parole aussi très rapidement. Les actions directes à l'endroit du gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre légal. Un cadre légal qui protège justement, qui encadre la personne vivant avec le VIH. Sinon, la chose va rester très évasive. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, savoir que le programme communautaire doit être institutionnalisé, comme l'est par exemple le programme national de lutte contre les IST. Il faut mettre en place, depuis 10 ans, on parle du programme communautaire, mais nous, c'est nous, individus, qui prenons la chose en main en ce moment. Et pourtant, c'est inscrit dans les programmes. Il faut mettre ce programme-là qui permet de suivre justement les populations au quotidien et faire un excellent relais avec les centres de prise en charge pour désengorger même ces centres qui ont des effectifs pléthoriques. Il faut mettre un programme national de suivi communautaire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Nathalie Bitken-Bidzang, vous êtes présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivantes avec le VIH-Sida au Gabon. Il y a à vos côtés Alangui Obiambela, qui est lui coordonnateur du programme communautaire pour la continuité des soins et des services pour les PV-VIH et populations vulnérables. Merci d'avoir accepté notre invitation, en espérant vous retrouver également dans d'autres circonstances, surtout pour ces questions liées à la santé publique de tous les Gabonais. Merci d'avoir été les nôtres et à vous qui nous avez suivis durant cette deuxième partie de cette émission sur les antennes de Gabon 24. N'oubliez pas, l'actualité continue via nos réseaux sociaux, mais également sur notre site en ligne www.gabon24.ga. Les gestes barrières se poursuivent puisque la pandémie du nouveau coronavirus continue de sévir à travers le monde. Au revoir.